Bonjour à tous, nous commençons le cours de sciences de deuxième secondaire par le cours sur le modèle atomique. Alors le modèle atomique, c'est évidemment un cours qui revient très souvent dans les cours de sciences. On est quand même conscient que la description de la matière par le biais des atomes et des molécules, eh bien c'est le fondement des connaissances actuelles en sciences et notamment en physique et en chimie. Alors on commence par s'intéresser à l'histoire du modèle atomique et on va donc partir du principe que ces connaissances viennent de réflexions qui sont faites sur le long terme. On imagine bien que ça n'est pas récent de se questionner sur la matière et sur de quoi sont constituées les différentes substances qui nous entourent. Donc ça fait plusieurs milliers d'années que les scientifiques ou les philosophes regardent la nature, regardent l'environnement et se questionnent de quoi sont faits les liquides, les solides, de quoi sont faits les êtres vivants, les étoiles, etc. Donc ce type de réflexion a été en fait documenté. On sait que, même si ça fait probablement très longtemps que les humains se questionnent, on sait que dans l'Antiquité grecque, on a deux scientifiques, deux philosophes plutôt, qui ont commencé à réfléchir et qui ont mis par écrit leurs réflexions. C'est pour ça qu'on peut en parler. Donc on en a un premier qui s'appelle Démocrite, qui vivait il y a 400 ans avant Jésus-Christ et qui a eu une intuition. Donc selon lui, la nature était constituée de minuscules particules, donc de petites particules qu'on pouvait imaginer si on avait une loupe, par exemple, une loupe très puissante, on pourrait voir des petits grains de matière. Et ces petits grains de matière, il les appelle atomos. Alors, ces petits grains de matière, on les verrait dans à peu près tout. Ils pourraient avoir, selon Démocrite, différentes formes. Et entre ces grains de matière, par exemple, ici on voit dans le sable, il s'imagine donc que le sable serait fait de ces petits grains, que l'eau a des grains différents, que l'air a aussi des grains différents, le soleil, le feu, etc. Ça pourrait être des grains différents, mais lui, il envisage que toute la matière soit faite de petits atomos et qu'entre ces grains de matière, il y a du vide. Et par exemple, un être vivant pourrait être fait d'un assemblage de différents atomos. Alors c'est intéressant de constater cette vision parce que, eh bien, en fait, elle est très proche de notre vision actuelle. Et d'ailleurs, le mot atomos a été repris dans les connaissances actuelles et c'est ce qui a donné le mot atome, bien sûr. Alors, ce qu'il faut vraiment, il faut insister là-dessus, selon lui, il y a vraiment du vide entre ces petits grains de matière. Donc, si on faisait un zoom sur un pied, on verrait des petits grains de matière et du vide entre ces petits grains. Alors, c'est cette notion de vide qui va poser problème. À l'époque, on a du mal à imaginer qu'il y ait du vide dans n'importe quoi de matériel, de solide surtout. Et on a un autre philosophe qui, quelque temps plus tard, Aristote, va lui contredire cette vision et dire non, 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 moi je pense que la matière, elle est en fait tout simplement constituée d'un assemblage des quatre éléments. Les quatre éléments, donc qui sont bien connus. Alors on parle du feu, de l'air, de la terre et de l'eau. Donc selon lui, par exemple, un grain de sable, c'est surtout de l'élément terre. De l'eau, évidemment, c'est l'élément eau. Dans l'air, évidemment, il y a de l'air. Et on aurait du feu, par exemple, dans ce qui est chaud ou le soleil. Et alors à la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans, par exemple, un être vivant? Ben, selon lui, c'est un assemblage de ces différents éléments. Alors ce qui est troublant, c'est cette notion de vide que Démocrite a apportée. Alors selon Aristote, eh bien, il n'y a pas de vide. Donc il suffit de zoomer sur n'importe quoi et de manière infinie, on va voir l'élément apparaître. Donc par exemple, si on zoome sur du feu ou le soleil, on verra infiniment, on aura beau avancer, avancer, avancer en zoomant, on verra toujours du feu et ça satisfait tout le monde à l'époque car au moins on évite la notion de vide qui est dérangeante. Donc on retient que pour Aristote, eh bien, tout est fait d'un assemblage de ces quatre éléments, terre, eau, air et feu, et qu'il n'y a pas de vide entre ces éléments. Donc il y a une infinité euh, de ces éléments, quel que soit l'endroit qu'on est en train de, ou l'objet qu'on est en train d'étudier.
Alors cette notion, bien sûr, vous le savez, elle n'est pas correcte selon les connaissances qui vont s'accumuler, mais elle va quand même durer pendant plus de 2000 ans. Et il va falloir attendre que les scientifiques commencent à accumuler des preuves solides par le biais de différentes expériences pour réfuter, donc pour dire que cette approche n'est pas la bonne. Et on va en avoir un, John Dalton, qui en 1808, donc en Europe, va reprendre finalement la notion d'atome et va créer une nouvelle approche pour définir la matière. Donc, il reprend ce concept d'atome. Alors lui, il ne va pas aller avec des atomes de formes différentes comme Démocrite. Il va plutôt y aller avec des atomes de masse ou de taille différentes. Et il les représente par des cercles, lui aussi, mais avec différents symboles dedans. Alors, pour plus de clarté ici, moi j'ai repris des cercles de différentes couleurs, mais John Dalton, lui, avait mis des petits symboles à l'intérieur, des croix, des étoiles, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que selon John Dalton, il existe des atomes et que ces atomes peuvent être différents. Par exemple, on pourrait avoir ici dans le sable des atomes d'une certaine sorte. On pourrait aller dans l'eau et voir qu'il y a d'autres sortes d'atomes. Donc vous voyez, je les ai représentés par des couleurs différentes. Dans l'air également, des atomes de différentes sortes. Et dans les étoiles également. Alors il n'y a plus la notion de feu, etc. Donc tout est fait d'atomes. Et ce qu'il faut vraiment bien observer et qui est nouveau, c'est que par rapport à Démocrite, il n'y a pas seulement des atomes différents, il y a aussi la possibilité qu'ils s'accrochent ensemble. Donc on a des assemblages d'atomes qui peuvent apparaître et ça va être très important. Ça va créer le concept de molécule. Donc, en se questionnant sur de quoi est fait un être vivant, comme un humain, eh bien, selon lui, c'est un ensemble de plein d'atomes et de molécules qui s'accumulent et qui s'organisent. Donc, on revoit bien le concept d'atome de Démocrite, et donc le mot est conservé, atome. Et comme Démocrite, il pense qu'il en existe plein de sortes, même si selon lui, ce n'est pas la forme qui diffère, mais plutôt des propriétés particulières. Et très important, la possibilité pour les atomes de s'accrocher ensemble. Alors tout ce que je suis en train de vous décrire, c'est le résultat de dizaines d'années d'expérience et pas seulement de Dalton, mais d'autres de ses confrères. Donc on est rendu à être persuadé que dans le fond, la matière est faite de petites particules de matière qu'on appelle atomes et qui peuvent s'organiser. Donc, si on s'intéresse à sa façon de présenter ses connaissances, ça nous permet de comprendre ce qu'est un modèle. Alors en fait, quand Dalton nous présente ces atomes avec des petites billes de différentes couleurs ou formes ou tailles, dans le fond, ce qu'il fait, c'est un modèle. On est bien conscient que les atomes, elles sont extrêmement petits et que cette vision-là, c'est un dessin, c'est un schéma, un concept pour essayer d'expliquer aux gens, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, de comment s'organise la matière dans l'infiniment petit. Alors, ça nous permet d'aborder le concept de modèle. Donc, très souvent, les scientifiques, pour essayer d'expliquer un phénomène aux autres personnes, ils vont utiliser un modèle. Donc, un autre exemple qui est assez connu, donc on regarde le ciel régulièrement la nuit et on peut se rendre compte qu'il y a, par exemple, des points lumineux qui avancent à contresens des autres. C'est relativement étonnant. On comprend bien que la Terre tourne et que donc les étoiles avancent dans le ciel au fur et à mesure que les heures passent. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait des points lumineux qui avancent à contresens? Alors en fait, eh bien, c'est simplement les planètes. Donc on sait bien que ces planètes n'ont pas le même type de déplacement que les étoiles dans le ciel. En fait, on sait bien qu'elles sont beaucoup plus proches d'ailleurs que les étoiles. Et il a fallu essayer de trouver un moyen de représenter comment ces planètes se promènent autour de nous. Et donc, on est très familier maintenant avec ce modèle-là que vous avez déjà tous vu, qui est un dessin simple qui très rapidement nous permet de comprendre un peu comment s'organisent ces planètes qui tournent autour du Soleil. Et nous, sur notre planète, à nous, la Terre, eh bien, il est possible qu'on a la planète Terre avançant à une vitesse probablement différente de celle de Mercure, par exemple, ou de Vénus, ou de Jupiter, ou ainsi de suite. Ben, il est possible que certaines planètes, on ait l'impression qu'elles avancent dans le ciel à contre-courant, pendant que nous, on avance dans ce sens-là, on a l'impression qu'elles avancent vers l'arrière. C'est en fait juste qu'elles vont moins vite que nous, tout simplement, parce qu'on est en train de les dépasser. Enfin bref, l'idée, c'est d'avoir un schéma, un dessin simple qui nous permet de comprendre comment évoluent les planètes dans le ciel.
Et on va bien être conscient de quelque chose, ce dessin que vous voyez n'est pas du tout réaliste. Dans la réalité, il n'y a pas de cercle, par exemple, qui définisse le trajet des planètes. Évidemment, c'est un schéma. Dans la réalité, les planètes sont beaucoup plus loin que du Soleil que ce qu'on voit ici. Donc, c'est évidemment un schéma qui nous permet de comprendre un concept, donc le concept du déplacement des planètes autour de l'étoile, mais il est simplement là pour vulgariser une information, pour l'expliquer. Et en quoi il est fort ce modèle, donc, eh bien, il faut qu'il regroupe trois critères pour qu'un modèle soit le plus efficace possible. Donc un modèle, ça représente quelque chose que nos sens ont du mal à appréhender, et un modèle est efficace s'il explique bien un phénomène. Donc ici, ça explique bien pourquoi les planètes se déplacent particulièrement dans le ciel. S'il est simple, il faut qu'il soit le plus simple possible pour que visuellement, très rapidement, on le comprenne. Et s'il est bien fait, il doit même être prédictif, c'est-à-dire que on doit être capable, grâce à ce modèle, de prédire des événements. Ah ben je vois que la planète Terre avance ici, donc je dois pouvoir imaginer que Mercure va apparaître à tel moment. Donc, selon des lois un petit peu plus avancées, bien sûr, on peut finir par expliquer et prédire des phénomènes. Alors, et bien, si on revient au concept de modèle de Dalton, le modèle de Dalton, lui, il explique la matière. Donc, on voit que, par exemple, cet objet-là, bien si on zoome très précisément, on verra des petits points de matière à l'intérieur, qu'il appelle des atomes, qui sont extrêmement petits et évidemment très, 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 très difficiles à observer. Mais ils existent selon Dalton et également très important pour lui, le concept d'atome, c'est un concept de petites particules qu'on ne peut pas diviser. Donc selon Dalton, j'insiste, on a le plus petit morceau de matière possible et on ne peut pas casser les atomes en morceaux. Alors on sait bien en 2020 que on peut un atome, on peut le diviser en morceaux, mais pas dans le modèle de Dalton. Dalton s'arrête au concept, c'est fini, voilà, un atome, c'est la plus petite particule et on ne peut pas aller plus loin. Et ça nous suffira pour cette année. Alors il précise également, ça va paraître un peu bizarre, mais il précise que tous les atomes qui ont le même nom ont exactement les mêmes propriétés, ils sont parfaitement identiques. Donc si on prend deux atomes de carbone, ils sont parfaitement identiques en taille, en masse, ils ont les mêmes propriétés. Donc ça revient à dire cette phrase un peu étonnante, tous les atomes identiques sont identiques. Alors c'est effectivement une notion importante, il n'y a pas de différence entre deux atomes de carbone. Par contre, si on prend deux atomes différents, donc ils ne portent pas le même nom, deux sortes d'atomes, alors à ce moment-là, ils vont être différents à bien des égards. Donc au niveau de la taille, au niveau de la masse, au niveau des propriétés, ils seront différents. Donc un carbone n'est pas du tout la même chose qu'un atome d'oxygène, un atome d'oxygène n'est pas la même chose qu'un atome d'azote, et ainsi de suite. Donc, autre façon de le dire, les atomes différents sont différents. Alors encore une fois, ça paraît simple à dire, mais c'est important de le préciser. Également très important, et c'est la nouveauté si on veut par rapport à Démocrite, les atomes peuvent s'accrocher ensemble selon des règles particulières, bien sûr, pas n'importe comment, pour former des molécules. Par exemple, un atome d'oxygène peut se relier, s'attacher à deux atomes d'hydrogène. Donc là, on a un atome d'hydrogène, là, on en a un autre, et là, on a un atome d'oxygène. Ils peuvent s'accrocher ensemble. Alors, on va représenter leur liaison par un petit bâton ici, un petit trait. Ou alors on peut simplement s'assurer de faire le dessin de chaque atome très proche, qu'ils soient collés les uns sur les autres. Mais il faut qu'on puisse clairement voir, donc encore une notion de modèle, il faut que ce soit très visible et simple, que les atomes sont reliés ensemble pour former des molécules. Alors évidemment, ces molécules, elles sont en 3 dimensions, elles ne sont pas seulement en 2 dimensions, dépendamment des atomes qu'on accroche ensemble. Et là, vous pouvez voir donc la modélisation d'une molécule selon le modèle de Dalton. Donc, on voit bien 5 atomes, donc 4 qui sont représentés en blanc et un en rosé au milieu, et ils sont accrochés ensemble dans les 3 dimensions spatiales. Alors voilà pour le modèle de Dalton. On comprendra bien que ce modèle, c'est ce que l'on utilise comme description au début du 19e siècle, mais évidemment, les connaissances vont s'accumuler et on va décrire l'atome d'une manière bien plus avancée au fur et à mesure que le temps, les recherches vont avancer, mais ça ne nous concerne pas pour cette année. Sachez juste que tout cela existe et qu'il y a évidemment des notions bien plus complexes qui vont s'accumuler, que vous verrez plus tard au secondaire. Voilà pour ce premier cours de sciences et technologies de deuxième secondaire.